Prise de débat, l'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole pour la motion numéro 2, déposée par le leader du gouvernement à la Chambre. Les implications de celle-ci, tant sur le processus parlementaire que sur les paramètres entourant le travail des députés, sont importantes et par conséquent nécessitent un réel débat en cette enceinte. Fidèles à leurs habitudes, les conservateurs nous présentaient encore une fois une mesure omnibus qui vient carrément brouiller le débat et altérer les échanges sur les portions plus controversées. Comme ce fut le cas avec les projets de loi Mammouth, le gouvernement use de manœuvres discutables pour tenter de parvenir à ses fins et diluer les mesures contestées dans un ensemble d'éléments techniques. La motion du leader parlementaire du gouvernement porte sur tellement d'éléments qu'il devient difficile de centraliser les échanges. On y traite tant des processus législatifs que du calendrier parlementaire, du bureau de régie interne, des comités, des audiences menées par ces comités. Nous passions de thèmes comme la gestion des dépenses à des sujets comme les disparitions et assassinats de femmes et de filles autochtones. Ainsi, nous devions, à un seul vote, nous positionner sur des nombreuses composantes sans lien commun véritable, si ce n'est qu'ils découlent directement des contre-coups de l'action gouvernementale conservatrice. Non seulement est-ce insensé, de surcroît, c'est du déni de démocratie, de même qu'une illustration supplémentaire du manque de respect flagrant des conservateurs envers les institutions parlementaires. Bref, Monsieur le Président, les conservateurs continuent de nous démontrer leur mépris des institutions parlementaires canadiennes. Mais heureusement que le leader parlementaire de l'opposition officielle a eu la justesse de procéder à un rappel au règlement la semaine dernière. Je salue d'ailleurs la justesse du Président d'avoir accepté de procéder à un vote distinct quant à la motion. Au-delà du caractère omnibus de cette motion, il importe de se pencher sur le contenu de celle-ci. Son premier volet est sans doute celui qui est le plus sujet à la remise en question. À la section A de la motion, le leader parlementaire du gouvernement propose qu'un projet de loi déposé dans les 30 premiers jours de séance après l'adoption de la présente motion soit réputé avoir été étudié et adopté à la présente session à toutes les étapes complétées au moment de la prorogation de la session précédente. Bien évidemment, sa forme doit être jugée identique à la version présentée lors de la dernière session. En conséquence, le gouvernement pourrait rétablir des pièces législatives au stade où elles étaient avant la prorogation de la Chambre. Mais avant d'aller plus loin sur le contenu de la section A, Monsieur le Président, je crois qu'il est impératif de nous mettre en contexte par rapport à cette composante de la motion du leader parlementaire du gouvernement. Tout d'abord, il importe de rappeler que le gouvernement a fait siéger les parlementaires jusqu'à minuit pendant toute la fin de la dernière session. Tout cela avant d'ajourner les travaux de façon précipitée le 19 juin dernier. Après avoir imposé des horaires de surtemps à la députation, les conservateurs venaient alors priver les parlementaires de précieuses heures de débat, ce qui en soi constitue un non-sens. Monsieur le Président, c'est comme si une entreprise obligeait ses employés à faire du surtemps pour finalement les licencier avant la fin d'un contrat. Ensuite, Monsieur le Président, il est pertinent de souligner que le leader parlementaire du gouvernement déclarait en cette enceinte le 22 mai dernier, et je cite, « Nous voulons que les débats se prolongent jusqu'à minuit, tous les soirs, afin que nous puissions accomplir davantage de travail, assurer davantage de démocratie. » C'est un paradoxe intéressant, car malgré les belles paroles de son leader parlementaire, le Premier ministre a convoqué le gouverneur général le 13 septembre dernier afin d'imposer une prorogation des travaux jusqu'au 16 octobre 2013. Il s'agissait de la 4e prorogation depuis 2006, de la part d'un gouvernement qui prétend vouloir assurer davantage de démocratie. Nous avons déjà vu mieux. Du même fait, le gouvernement provoquait nombre d'effets négatifs dont les contre-coups se font ressentir et continueront de se faire ressentir. D'abord, ces 5 semaines de travaux parlementaires
qui ont été perdus par l'insouciance partisane du Premier ministre. 5 semaines où nous aurions pu avancer les travaux en comité. 5 semaines où nous aurions pu débattre des différentes mesures législatives présentées. 5 semaines où près de 1000 questions auraient été posées par les membres de l'opposition à la Chambre des communes. Cette décision venait également bloquer le processus entourant l'erreur législative de C60 sur l'impôt des coopératives de crédit. Cette mesure a des conséquences directes sur des institutions comme Desjardins, dont les impôts sur le revenu doubleraient. De façon collatérale, c'est l'épargne et l'endettement des Canadiennes et des Canadiens bénéficiant de ces services financiers qui en seront affectés. Les délais supplémentaires ajoutés par la prorogation de la Chambre ne font qu'ajouter à l'incertitude entourant cette erreur incluse dans le projet de loi C60. Dans la même voie, la prorogation a occasionné des blocages quant à l'adoption du projet de loi contre la discrimination des personnes transgenres, de même que la mise sur pied d'un comité spécial pour se pencher sur les disparitions et les meurtres de femmes autochtones. Voilà des groupes de la population qui méritent notre plein soutien, de même que des actions rapides et efficaces. Pendant que le gouvernement priorise ses intérêts partisans, les victimes, elles, doivent attendre. Derrière la décision du Premier ministre se cachent des victimes réelles qui ont besoin de nous. Finalement, des études environnementales portant sur la conservation des habitats, les grands lacs, la surveillance de la nappe phréatique près des sables bitumineux et sur l'impact du changement climatique sur les populations de poissons nordiques sont toutes abandonnées en raison de la fermeture du Parlement. Et c'est cela, Monsieur le Président, qu'il faut rappeler. Est-ce que l'environnement peut réellement se permettre d'attendre que l'agenda du Premier ministre s'y prête? J'en doute, sincèrement. Monsieur le Président, de toute évidence, cette décision de proroger le Parlement, dont l'optique première n'était que de servir des intérêts partisans de ce gouvernement, était lourde de conséquences et de sens. Avions-nous besoin de perdre 5 semaines d'activité parlementaire pour en arriver là? Non, Monsieur le Président. Avions-nous besoin de perdre tout ce travail qui aurait pu être accompli? Non, Monsieur le Président. Avions-nous besoin de chambarder les processus législatifs en cours pour finalement y revenir de manière quasi intégrale? Non, Monsieur le Président. Rien n'est sérieux dans cette affaire. Aujourd'hui, ce que le leader parlementaire tente par le dépôt d'une motion omnibus, c'est de réparer les pots cassés que son parti politique a lui-même cassés. Les conservateurs veulent régler un problème qu'ils ont eux-mêmes causé. C'est plutôt incohérent, avouons-le. Plutôt que d'agir dès le début pour les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, le gouvernement s'empêtre à réparer le résultat de ses propres actions. Plutôt que de permettre des actions et des débats dès le mois de septembre, les conservateurs ont purement et simplement pris la décision de fermer le Parlement. Monsieur le Président, cette succession de positions et d'actions gouvernementales révèle toute l'ambivalence des conservateurs quant à la gestion du processus parlementaire. Une gestion, rappelons-le, autoritaire, incertaine et antidémocratique. Une gestion, Monsieur le Président, qui est l'apanage d'un parti vieux, un parti qui a perdu tout intérêt aux affaires parlementaires. D'une part, il met en place un horaire surchargé et oblige les députés à débattre des projets de loi à toute vitesse, comme ils l'ont fait au printemps dernier. De l'autre, il limite le temps des échanges en procédant à d'innombrables motions d'attribution de temps, de même qu'à l'ajournement précipité des travaux. Tantôt, il court-circuite complètement le processus parlementaire par une prorogation de la session précédente. Et quelques semaines plus tard, il tente de le rétablir en introduisant une mesure en ce sens au sein d'une motion à caractère omnibus. Du déjà vu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette gestion à la pièce a des conséquences
et jette un discrédit sur les institutions démocratiques canadiennes, de même que sur le Parti conservateur dans son ensemble. Mais pour revenir à la motion en elle-même, nous croyons que certaines pièces législatives doivent être reprises là où elles en étaient. Mais fallait-il vraiment retarder les processus législatifs de 5 semaines? Bien évidemment que non. Ce que nous critiquons le plus, ce n'est pas la mesure proposée à proprement parler, mais bien son opérationnalisation et surtout les raisons pour lesquelles nous en sommes à ce débat. Au-delà des motifs poussant le leader parlementaire du gouvernement à déposer la motion numéro 2, nous sommes en droit de nous demander quels projets de loi, de façon précise, seront redéposés de façon intégrale en regard des versions antérieures. Nous pourrons aussi nous questionner sur le nombre de pièces législatives qui seront redéposées et de façon subséquente sur la pertinence d'un nouveau discours du trône si le gouvernement poursuit exactement dans la même voie. Monsieur le Président, la journée d'hier a clairement été marquée par l'absence totale de nouvelles idées, de projets rassembleurs et d'orientations formelles. Le vide du discours du trône m'amène à sérieusement remettre en cause les raisons mêmes de la prorogation promulguée. Tout ce temps et ce potentiel d'action perdu pour des raisons strictement partisanes. Pourquoi empêcher les parlementaires de faire leur travail en fermant le Parlement alors que le Premier ministre n'a rien de nouveau à offrir? Pourquoi restreindre le travail de l'opposition alors que le Parti conservateur se présentait comme le champion de l'imputabilité? Monsieur le Président, c'est au gouvernement de répondre. Un discours du trône, théoriquement, doit constituer une nouvelle orientation à certains égards, doit amener quelque chose de nouveau au paysage législatif en cours. Ramener l'essentiel des projets de loi de la dernière session constituerait la démonstration qu'il s'agissait d'un exercice de communication publique visant à museler l'opposition et masquer les scandales qui suivent les conservateurs. En somme, concernant la section A de la motion numéro 2, il est évident que le leader tente de masquer le manque de vision du Premier ministre quant à la promulgation de la prorogation. Le gouvernement a voulu faire table rase sur le calendrier législatif en cours pour finalement le ramener de façon intégrale. Cela vient légitimer les critiques à l'effet que la prorogation, de même que le discours du trône, ne constituait qu'un écran de fumée pour détourner l'attention des scandales dans lesquels les conservateurs sont empêtrés. Cela étant dit, Monsieur le Président, certains éléments contenus dans la motion omnibus du leader parlementaire du gouvernement sont susceptibles de trouver écho au sein de notre formation politique. À cet effet, on retrouve la proposition de tenir des consultations publiques portant sur un remplacement potentiel du bureau de régie interne par un organisme indépendant. Plus concrètement, il est donc suggéré que le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre soit chargé de tenir des audiences sur le sujet, auxquelles participeraient notamment le vérificateur général, la greffière et le dirigeant principal des dépenses de la Chambre des communes. Cette étude en profondeur pourrait mener à des propositions de modification à la loi sur le Parlement du Canada, la loi sur la gestion des finances publiques et la loi sur le vérificateur général, ainsi qu'à toute autre loi jugée pertinente. De tout temps, le NPD s'est prononcé en faveur d'une gestion plus transparente et efficace des deniers publics, que ce soit dans la gestion des programmes gouvernementaux ou dans les paramètres entourant la surveillance des dépenses effectuées. Nous croyons, Monsieur le Président, quant à nous, à l'imputabilité. Nous croyons à la transparence. En conséquence, nous sommes ouverts à l'éventualité de se pencher en profondeur sur la question des dépenses des députés et surtout sur l'encadrement de ces dépenses par un organisme indépendant. Nous considérons que cette étude mérite une attention particulière et que les témoins invités pourraient être à même d'effectuer des propositions proactives et pertinentes. Il faut toutefois garder en tête que de telles modifications nécessitent une concertation, tant entre les différentes formations politiques que les acteurs concernés. Cette collégialité sera garante d'une réforme potentielle, optimale
et appropriée aux réalités du terrain. La mise en place d'une structure indépendante chargée d'encadrer et surveiller les dépenses de la députation doit impérativement découler d'un consensus. Comme autre mesure inclue dans cette motion omnibus, nous retrouvons, Monsieur le Président, la mise sur pied d'un comité spécial chargé de tenir des audiences sur le problème crucial des disparitions et des assassinats de femmes et de filles autochtones et de proposer des remèdes aux causes fondamentales de la violence faite aux femmes autochtones. Pour m'être intéressée à ce dossier et pour avoir rencontré plusieurs de ces femmes lors d'une démonstration sur la colline parlementaire l'an dernier, j'ai la conviction que nous avons déjà attendu beaucoup trop longtemps pour agir. Ces femmes et ces filles attendent et demandent à ce que les autorités gouvernementales interviennent rapidement pour faire la lumière sur ces dossiers qui tombent dans l'oubli et agir pour que cessent ces atteintes à la dignité humaine. Monsieur le Président, c'est ce que le NPD demande depuis des années et que le gouvernement a refusé de faire. Bien évidemment, ces 5 semaines perdues ne font qu'accentuer les délais d'intervention et exacerber les tensions qui prévalent sur le terrain. Monsieur le Président, il est bien facile, bien évidemment, pour ce gouvernement de renvoyer la faute sur l'opposition officielle, alors que c'est eux-mêmes qui ont induit une situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée, Monsieur le Président. Car si les conservateurs n'avaient pas agi par zèle partisan en prorogeant le Parlement, nous serions déjà à la tâche dans ce dossier. Malheureusement, pour ces femmes et ces filles autochtones qui sont les victimes, malgré elles, d'un fléau et de l'inaction gouvernementale, ce n'est toujours pas le cas. En conclusion, Monsieur le Président, la motion présentée par le leader parlementaire du gouvernement ne constitue qu'une mascarade visant à cacher le motif réel de la prorogation imposée par le Premier ministre. Les innombrables paradoxes recensés constituent l'image même d'un gouvernement usé, submergé par des scandales et incapable d'offrir un vrai projet de société à la population canadienne. Plutôt que de travailler pour les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, les conservateurs ont décidé de prioriser cette partisanerie maladive à laquelle le NPD s'est toujours opposé. Monsieur le Président, la motion du leader parlementaire du gouvernement répond certes à des préoccupations importantes, mais malheureusement, pour la population que nous représentons, elle ne s'inscrit que dans la logique pure et simple du pompier pyromane. Merci, Monsieur le Président. Bravo.